Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Au programme ce soir, le meurtre de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine replace la lutte contre le terrorisme islamiste sur le devant de la scène médiatique. Et comme c'est devenu une habitude, le gouvernement gesticule sans prendre le problème à bras-le-corps. Et alors que les réseaux sociaux semblent avoir joué un rôle dans l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, la question de l'anonymat sur Internet refait surface. Une belle occasion pour le gouvernement de déterrer la loi Avia. Et puis nous ferons le point sur l'épidémie de Covid-19 à partir des chiffres issus des dépistages. Ces chiffres sont-ils pertinents? Comment s'y retrouver? Réponse tout de suite. La question sécuritaire revient sur le devant de la scène. À la faveur de l'assassinat d'un professeur à Conflans-Sainte-Honorine, l'actualité du Covid repasse au second plan et les thèmes de l'islam et de la laïcité sont sur toutes les lèvres. Olivier Frère-Jacques. Séparatisme, islamisme, guerre, le vocabulaire belliqueux est de retour, éclipsant pour quelques jours l'actualité covidienne. 4 jours après la décapitation d'un enseignant ayant montré les caricatures de Charlie Hebdo représentant le prophète Mahomet, l'émoi est toujours forte. Soucieux de répondre à ce mouvement d'émotion, le président et ses lieutenants se mettent en branle dans une cacophonie sécuritaire, suivie très largement par une classe politique lancée dans une course à la proposition. Côté musulman de France, si des individus ont salué l'attentat sur les réseaux sociaux, les autorités morales islamiques, à l'image de l'imam Chalgoumi de la mosquée de Drancy, ont dénoncé un crime reprenant le champ lexical du personnel politique français. Il faut être plus que ferme. Nous sommes tous Samuel Paty. C'est un martyr de la liberté. Et l'autre assassin, c'est un criminel, c'est un terroriste qui n'a rien à voir ni à la foi ni à l'humanité, qui a été manipulé par des vidéos, par des individus qui ont fait autant de haine contre lui. Pour nous, vous êtes des prophètes. Vous savez, un proverbe de prophète de l'islam, il a dit que l'enseignant c'est un prophète parce qu'il enseigne, il transmet des messages. Tellement on vous aime, on vous confie nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants qui peuvent décapiter des profs. Ce ne sont pas nos enfants qui ne respectent pas nos profs. Ce ne sont pas des enfants de confession musulmane qui commettent des crimes et qui ne respectent pas l'école de la République. Grâce à ça, on vous le demande pardon, parce qu'il était décapité au nom de notre religion. Il était mort. Et je demande pardon à sa famille, à tous les gens. On n'a pas peur, il ne faut pas avoir peur. Même avec beaucoup de bonne volonté, le réel semble échapper à l'imam, car qu'il le veuille ou non, ce sont bien des enfants de sa religion qui commettent ces crimes. Le responsable religieux a cependant condamné l'acte criminel sans retenue. Le reste du discours sur le fait de ne pas céder à la peur semble lui dans la lignée de ce qui se dit partout. Ne pas avoir peur, un slogan facile à tenir dans les alcôves du pouvoir, mais beaucoup moins pour quiconque vit en banlieue ou en contact direct avec des musulmans radicaux. Côté classe politique, tout le monde y va de sa proposition. À droite, le chef de file des députés LR, Damien Abad, probablement mal conseillé, a évoqué la création d'un numéro vert pour des enseignants. Une déclaration qui serait drôle si le sujet n'était pas dramatique. Valérie Pécresse, à la région Île-de-France, propose d'instituer une journée de la liberté d'expression et de la caricature dans les écoles. Mesure gadget qui permettra de remettre de l'huile sur le feu et de remettre en avant des dessins obscènes et irrespectueux devant des enfants. En revanche, Christian Jacob, patron du parti, a mis les pieds dans le plat en reliant le problème islamique à la question migratoire. C'est l'un des seuls, avec le Rassemblement national, à pointer du doigt la racine du problème sans s'attarder sur la conséquence contre laquelle il est très compliqué de lutter. Le Parti socialiste, lui, avec son patron Olivier Faure, propose de plus lutter contre les discriminations, ce qui peut se passer de commentaires. Les écologistes, moins à l'aise avec le sujet qu'avec la question de la prétendue islamophobie, restent en retrait des polémiques. Jean-Luc Mélenchon sait de son côté emmêler les pinceaux en ciblant nominativement les Tchétchènes islamistes qu'il entend expulser, une déclaration dont il s'excusera quelques heures plus tard et qui témoigne du brouillard idéologique qui existe chez la France insoumise. Enfin, côté Rassemblement national, Marine Le Pen demande la mise en place d'une législation de guerre. La restauration de l'État. L'islamisme est une idéologie belliqueuse dont le moyen de conquête est le terrorisme. Puisque le terrorisme est un acte de guerre, il exige une législation de guerre. Une fermeté qui peut séduire les lecteurs de droite comme de gauche, mais qui ne va pas sans risque. Cette fameuse législation de guerre est une législation d'exception qui va inévitablement rogner sur les libertés des citoyens sans garantir de résultat.
C'est d'ailleurs la brèche dans laquelle va s'engouffrer le gouvernement. Le parallèle peut être fait ici avec la crise sanitaire. Le pouvoir répond à une demande d'une majorité de la population favorable à plus de contraintes. S'ensuit un ensemble de règles pénalisant tout le monde. Avec la question terroriste, la majorité de la population favorable à restreindre nos libertés sera encore plus large. La restriction des libertés également. C'est d'ailleurs ce vers quoi se range l'exécutif. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé des propositions précises contre le cyber-islamisme, comprendre une restriction des libertés des utilisateurs de réseaux sociaux qui pénalisera toute forme de dissidence. En termes d'image, le constat est désastreux. En France, un islamiste égorge un professeur et la réaction gouvernementale consiste en une cyber-riposte. Le ministre de la Justice préconise une nouvelle législation européenne sur les contenus terroristes en ligne, de quoi se dédouaner d'un problème en le refourguant à Bruxelles. La pertinence d'une loi européenne est d'ailleurs très contestable car le problème islamiste ne se pose pas partout en Europe, mais seulement dans les pays qui ont admis une immigration extra-européenne massive. Ainsi, des pays comme la Pologne, la Slovaquie ou encore la Hongrie ne connaissent pas ce problème. La riposte sera donc avant tout virtuelle, comme en témoigne la rencontre entre le ministre à la citoyenneté, Marlène Schiappa, avec les représentants des patrons de réseaux sociaux en France. Aux gadgets virtuels s'ajoute tout un panel de mesures sur lesquelles le gouvernement gesticule. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se régale en bombant le torse, affirmant qu'il va fermer telle mosquée et renvoyer tel clandestin. Mais une question peut se poser, pourquoi ne fermer la fameuse mosquée de Pantin qu'aujourd'hui ? Au début du mois, le président Macron se félicitait déjà de la réussite de sa politique sécuritaire, nouvelle lubie gouvernementale pour siphonner des voix à droite. 15 lieux de culte, 4 écoles, 13 établissements associatifs et culturels ont été fermés. Des centaines de contrôles réalisés, des millions d'euros saisis dans ces quartiers. Les résultats obtenus nous ont conduits à étendre cette méthode à l'ensemble du territoire. 4 jours après la décapitation d'un enseignant, les fameux résultats obtenus semblent bien dérisoires et la logique de communication permanente sans action trouve ici ses limites. D'ici Noël, quelques décisions que le président qualifiera de fortes seront prises. On devrait ainsi assister à la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France et de l'association Baraka City. Après cela, les attentats islamistes reprendront leur cours normal. Faut-il mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Depuis la mort de Samuel Paty vendredi dernier, de nombreuses voix pointent la responsabilité des grandes plateformes du web. Une rengaine qui vient régulièrement sur le devant de la scène. Explication avec Thibaut Bastide. Les réseaux sociaux ont une part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty, c'est en tout cas ce qu'estime le gouvernement. L'assassinat du professeur d'histoire-géographie vendredi dernier a remis sur la table un vieux débat, celui de l'anonymat sur Internet. À en croire le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, les choses ont démarré sur les réseaux sociaux avec l'appel à la mobilisation d'un des parents d'élèves et se sont terminées sur les réseaux sociaux après la publication sur Twitter par le terroriste d'une photo macabre de la victime, laquelle venait illustrer la revendication de son acte. Dans ce contexte, le gouvernement veut agir contre le fléau de l'anonymat sur les réseaux sociaux, selon le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Le problème, c'est que dans l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, la question de l'anonymat est presque hors sujet. Tous les messages, toutes les vidéos postées sur les réseaux sociaux l'ont été au nom de leurs auteurs ou sur des comptes Twitter dont les auteurs auraient pu être retrouvés par les autorités sans réelle difficulté. Pire, contrairement à ce que beaucoup pensent, le véritable anonymat est très rare sur Internet. En effet, l'utilisation d'un pseudonyme ne rend pas une personne anonyme. Si un individu a commis des faits répréhensibles sur les réseaux sociaux, il peut être identifié par l'intermédiaire d'une enquête de police, notamment avec son adresse IP, un numéro d'identification de l'appareil utilisé pour se connecter à Internet ou sur une demande au fournisseur d'accès à Internet. Certes, l'utilisation d'un VPN, un réseau virtuel privé qui trompe l'identification, complique les choses, mais pour l'efficacité réelle est réservée à des férus d'informatique. Dans les faits, toute victime de propos haineux peut donc demander l'identification d'une personne via la requête d'un juge grâce à la loi baptisée Confiance dans l'économie numérique. D'ailleurs, un message haineux publié par l'auteur de l'attentat avait été signalé par la LICRA à Twitter. Il avait été modéré et le compte désactivé rapidement. Preuve que l'anonymat n'est pas un réel problème dans ce cas précis, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé lundi que 80 messages ayant fait l'apologie de l'attentat avaient été signalés
signalés à la plateforme Pharos, traitant les contenus ou les comportements publics sur Internet manifestement illégaux. Ces messages font l'objet d'une enquête et leurs auteurs sont susceptibles d'être convoqués ou perquisitionnés, laissant donc entendre que l'identité est connue des services de police. Il n'empêche que la disposition souhaitant mettre fin à l'anonymat sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux revient comme un véritable serpent de mer avec en toile de fond la fameuse loi Avia, retoquée par le Conseil constitutionnel en juin dernier. Dans sa première version, le projet de loi porté par le député En Marche, Laetitia Avia, prévoyait d'enjoindre les plateformes numériques de supprimer tous les messages et contenus considérés comme haineux sous 24 heures sous peine d'une forte amende. En somme, le texte visait à rendre responsables les diffuseurs des contenus hébergés. Le Conseil constitutionnel avait considéré que le texte risquait de conférer trop de pouvoir aux plateformes. En effet, les réseaux sociaux auraient dû estimer eux-mêmes ce qui relevait ou non d'un propos haineux. Un rôle de police de la pensée dans une perspective économique, voire idéologique, portant atteinte à la liberté d'expression, pourtant si chère aux yeux des gouvernants français. Malgré ce refus, l'exécutif serait tenté de faire renaître cette loi liberticide sous une autre forme. Laetitia Avia a d'ailleurs proposé qu'elle puisse figurer dans le projet de loi contre les séparatismes qui doit être présenté en Conseil des ministres le 9 décembre. Et le gouvernement prépare déjà le terrain. Ce mardi, le ministre délégué chargé de la citoyenneté, Marlène Schiappa, a convoqué les représentants français des plateformes concernées au ministère de l'Intérieur en présence du cabinet du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Si le gouvernement s'est donc clairement engagé dans une bataille contre les réseaux sociaux pour lutter contre ce qu'il appelle le cyberislamisme, il semblerait tout de même oublier un point et non des moindres, les islamistes radicaux pourront toujours utiliser d'autres canaux cryptés comme Telegram. L'assaillant aurait d'ailleurs échangé via l'application WhatsApp avec le prédicateur Abdelhakim Sefrioui et le père d'une élève qui s'était indigné du cours de Samuel Paty pour obtenir l'adresse du collège et l'identité de sa future victime. Écouvillon dans le nez et gros doute dans la tête. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les tests de dépistage catalysent beaucoup de questions. On tente de faire le point tout de suite. Des chiffres, toujours des chiffres. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les gouvernements du monde entier, et particulièrement l'exécutif français, jonglent avec les chiffres. Mais pas toujours les mêmes. Un temps, on s'attachait au nombre de cas positifs, puis est venu celui des décès. Quand la question des places disponibles dans les soins intensifs ne pouvait plus être camouflée, le nombre des malades en réanimation est alors apparu. Une profusion de chiffres à torturer à volonté pour leur faire dire un peu tout et surtout n'importe quoi. En effet, certains décomptes d'un pays à l'autre doivent être appréhendés différemment. À titre d'exemple, prenons celui des cas de contamination, autrement dit, les tests positifs. Dans ce cadre, la pratique des tests PCR varie parfois entre deux nations frontalières et sans doute également entre deux laboratoires. Rappelons ainsi le principe de ces tests. Après prélèvement nasal, l'ARN viral des cellules recueillies est converti en ADN grâce à une enzyme. Ce dernier est ensuite amplifié à plusieurs reprises, comme avec une photocopie biologique. Mais ce nombre d'amplifications, de photocopies agrandies donc, peut différer. Quand la norme française établit ce seuil à 35 cycles, l'hôpital de la Charité à Berlin considère quant à lui qu'il faut faire 45 cycles. Autrement dit, plus on fait de cycles d'agrandissement, plus on détecte la faible présence d'ADN du virus. Mais en réalité, il existe un seuil au-delà duquel il n'est plus pertinent de continuer les amplifications, car la présence de virus est devenue infime. De quoi faire gonfler les chiffres des cas positifs, mais pas de malades du Covid-19. Ainsi, en France, on compte 910 000 cas de contamination depuis le début de la pandémie. Sur ce chiffre, environ 15% sont des cas terminés, guéris en majorité ou décédés pour 33 000 d'entre eux environ. Il reste donc officiellement 770 000 personnes toujours porteuses du virus à ce jour. Au-delà de ceux qui se sont rétablis récemment, il apparaît clair, au vu de la répartition entre les cas en cours et les cas terminés, que beaucoup, parmi ces 770 000, sont soit des faux positifs, soit des asymptomatiques, soit des patients dont le test PCR a subi trop de cycles d'amplification. Ainsi, cela ajouté à l'obsession du gouvernement de rattraper dans les esprits son incurie, le chiffre des contaminations semble à ce jour dans notre pays à prendre avec d'énormes pincettes. Mais il n'en reste pas moins que la cadence élevée est désormais stabilisée depuis plusieurs semaines et que les protocoles de laboratoire ne changent pas d'un jour à l'autre. Ainsi, il faut un peu, à la manière des sondages, observer les tendances plutôt que les chiffres bruts. Et à présent, on passe à l'actualité en bref, c'est avec Thibaut Bastide.
Un bébé porteur de bonnes nouvelles. Une publication Instagram du 5 octobre a fait le buzz dans le monde entier. Un docteur gynécologue de Dubaï qui tenait un nouveau-né dans les bras a été photographié avec l'enfant, essayant de retirer le masque du docteur. À peine la photo postée, les internautes ont vu le geste comme un signe qui annoncerait la fin prochaine des masques. Le chauffard ayant écrasé un policier dans l'Essonne s'est rendu. L'individu de 39 ans qui avait percuté roulé sur un agent de la brigade anticriminalité lors d'un contrôle d'identité à Savigny-sur-Orge est allé se rendre à la police lundi. Accompagné de son avocat, il est allé à la sûreté départementale où il a été placé en garde à vue en attente du jugement. Il comparaissait aujourd'hui devant le juge d'instruction pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un espoir de débat calme. Le président américain Donald Trump et Joe Biden se retrouveront jeudi pour un deuxième débat télévisé en vue de l'élection présidentielle. Après la cacophonie du premier opus, la commission américaine chargée des débats a annoncé que les micros ne seront allumés que pour le candidat qui a la parole. Leurs réponses devront tenir en 2 minutes à chaque fois. Les micros seront réouverts après les réponses pour une discussion, une décision que Donald Trump a déjà déplorée. Mandat d'arrêt hypothétique. Les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d'arrêt international à l'encontre des 2 fondateurs du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. Les avocats Jürgen Mossack et Ramon Fonseca, soupçonnés d'aide massive à l'évasion fiscale et d'association de malfaiteurs, sont désormais susceptibles d'être arrêtés s'ils tentent d'entrer sur le territoire de l'Union européenne. Le scandale des Panama Papers avait éclaté le 3 avril 2016 avec la fuite de 11,5 millions de documents d'archives digitales révélant un vaste système d'évasion fiscale transitant par des sociétés écrans et par lequel plusieurs centaines de banques ont aidé leurs clients. Le couvre-feu contesté, le Cercle Droit et Liberté composé d'avocats et plus de 20 autres requérants ont déposé ce mardi matin un référé liberté contre le couvre-feu, dénonçant les mesures disproportionnées, inefficaces et quasi totalitaires prises par le gouvernement dans cette gestion du Covid-19. Dans ce recours, ils estiment aussi que les conséquences du couvre-feu pourraient être bien pires que le Covid lui-même, économiquement mais aussi avec la perte des libertés individuelles et collectives. Le couvre-feu change les plans du Cercle Aristote. Depuis 2008, le Cercle Aristote organise des conférences avec des intellectuels. Des rendez-vous habituellement prévus les lundis soirs à 20h, mais avec les nouvelles dispositions gouvernementales, les conférences auront désormais lieu le samedi matin. Et c'est déjà la fin de cette édition. Pour notre Zoom du jour, Pierre Bergerot reçoit Pierre-Marie Blanc-Brude pour présenter son ouvrage « Les mots et les mots de la bien-pensance », une traduction acide de la novlangue des bobos adeptes du capitalisme de connivence. Ce soir, retrouvez également un nouveau numéro de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lannes vous parle de la 2e DB du colonel Leclerc. Et puis tout de suite, c'est Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, mais des fois. Le comportement citoyen, la préservation de l'environnement, la sauvegarde de l'espace public, c'est bon pour les autres, mais pas pour la République en marche. Faut pas pousser, non mais des fois. En effet, l'activité de la rentrée pour le parti gouvernemental, c'est le découpage-collage. LREM colore et décore les murs des villes de France à grands coups d'affiches, de propagande, montrant le héros Macronor Covidor dans le feu de l'action, avec comme beau slogan « Ensemble, nous réussirons ». Nous réussirons ensemble à faire quoi ? Je vous le demande bien, mais là n'est pas la question. Cette campagne est peut-être destinée à nous remonter le moral.
Mais pour l'instant, le résultat n'est pas flagrant. Le problème, c'est que les dites affiches tombent sous le coup de ce que l'on appelle l'affichage sauvage. Non, je ne parle pas d'ensauvagement, je parle de l'affichage sauvage. Eh bien oui, depuis la loi du 29 juillet 1880, nous n'avons pas le droit de recrépir impunément les murs de nos magnifiques centres-villes, souvent massacrés d'ailleurs par l'art contemporain, ou de nos périphéries bétonnées avec tout et n'importe quoi. Du coup, dans les municipalités de France et de Navarre, ça jase. LREM serait-elle au-dessus des lois? Connaît-elle les règlements? Se fiche-t-elle de polluer et d'enlaidir les façades? Qui va nettoyer? Autant de questions pour l'instant sans réponse. La réponse a fini par venir de la part d'un membre du bureau exécutif du parti qui porte le joli nom de l'avocat, ça ne s'invente pas, et qui, comme tout bon avocat de gauche, essaye de défendre l'indéfendable. Ce n'est pas de la vile propagande partisane, nous dit-il. Je le cite, c'est un enjeu collectif où les attitudes partisanes doivent laisser place à un enjeu de cohésion nationale. Bon sang, mais c'est bien sûr. 200 000 affiches ont donc été parachutées sur toute la France pour nous rappeler la bienveillante tutelle qu'exerce Macronor, Covidor, chef de guerre, sur nous tous. Comme c'est rassurant. Moi, cela me rassure totalement. Quoi qu'il en soit, il y en a qui ne perdent pas de temps pour rentrer en campagne. Finalement, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Plus nous allons voir la bobine macronienne, plus nous allons saturer et plus nous serons motivés pour mieux voter en 2022 qu'en 2017. Sur ces considérations optimistes, je vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain.